Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Il est 17h02, on a laissé le temps de latence nécessaire pour lancer donc cette conférence de presse ouverte de lancement de la 12e semaine de la finance responsable, une semaine qui s'est d'abord appelée semaine de l'ISR, mais qui est devenue semaine de la finance responsable il y a quelques années désormais. Donc aujourd'hui, on va naturellement, comme chaque année, dévoiler les résultats du sondage sur les Français et l'investissement responsable. C'est la 12e édition, là encore, donc c'est presque un baromètre que nous allons dévoiler aujourd'hui, même s'il y a des nouvelles questions. Et puis, on va traiter aussi des sujets des biais cognitifs, hein, comme vous avez pu le voir sur l'invitation. Alors, je vais laisser Alexis donner plus de détails un petit peu sur les éléments de cadrage et pourquoi on a fait ce choix cette année en particulier. Donc, avant de passer la parole à Alexis, donc je vais vous donner un petit peu le déroulé de la conférence. Donc, d'abord, on va entendre Karine Weiss, qui est professeure de psychologie sociale et environnementale à l'université de Nîmes. Elle est également vice-présidente de l'université en charge de la responsabilité sociale. Elle va nous parler des biais cognitifs en général liés au climat et à l'urgence climatique. Ensuite, on parlera donc du sondage en particulier. Et donc, cette année, c'est Marion Chalparot de l'IFOP qui nous donnera un petit peu les détails de ce millésime. Et bon, vous verrez, il y a des choses qui bougent un petit peu cette année qui sont assez intéressantes. Et puis, après, on demandera à Sébastien Pouget, que beaucoup d'entre vous connaissent plutôt bien, qui est donc professeur de finance à l'université de Toulouse, Toulouse 1, qui est également membre de la Toulouse School of Economics, qui est spécialiste un petit peu des questions de finance comportementale, d'histoire de la finance, qui va commenter un peu les résultats du sondage et qui reviendra un petit peu sur cette histoire de biais cognitifs, en fait, là plutôt liés à l'épargne en particulier. Au terme des échanges, vous pourrez poser des questions-réponses, et ça, pour cela, il faut utiliser le bouton qui est en bas de votre écran, le Q et R, hein, questions-réponses, on lira donc les questions de notre côté aux différents intervenants. Voilà, Alexis, je te passe la parole. Merci beaucoup. Donc, comme fil rouge de cette heure passée ensemble, il y a cette question qui nous taraude tous, c'est pourquoi tarde-t-on autant à agir en matière environnementale? Vous avez tous vu cet été paraître un nouveau rapport du GIEC qui montre que non seulement il y a un risque élevé d'échec de l'effort pour contenir le réchauffement climatique à 2 degrés maximum, mais le dépassement pourrait ne pas être simplement un pic, mais beaucoup plus durable sur des trajectoires de réchauffement extrêmement élevées. Et puis, en fin d'été, vous avez vu ce congrès à Marseille autour des questions de biodiversité, sur lequel le Forum a par ailleurs travaillé en publiant un guide sur finance et biodiversité. Et en fait, autour de ces urgences environnementales, finalement, nous sommes tous interpellés, chacun à notre place. La finance aussi est interpellée. Et donc, la question que nous nous posons au FIR, c'est comme pourquoi tarde-t-on tous autant à agir alors même que des solutions existent? Elles existent un peu dans toutes les sphères de la vie sociale et naturellement, elles existent aussi en matière de finance. D'où le déroulé qu'on vous propose, d'une part de s'interroger avec Karine Weiss sur les biais cognitifs que l'on peut avoir face aux questions climatiques. Ensuite, nous révélerons les résultats de notre sondage sur les Français et la finance responsable. Et avec Sébastien Pouget, on s'interrogera sur la manière dont, dans le cas appliqué de la finance, on peut comprendre les biais qui font que, alors qu'une offre et une demande existent pour une finance orientée vers le progrès, l'appareillement ne se fait pas si bien que ça. Je propose qu'on commence tout de suite avec Karine Weiss. En matière climatique, Karine, quels sont les biais comportementaux qui font que finalement, alors que nous savons tous que l'urgence climatique est là, nous tardons à agir? Oui, bonjour, merci d'abord de cette invitation. Juste une petite correction, je ne suis plus vice-présidente de l'université, mais c'est pas grave, vous m'avez fait prolonger mon mandat. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ces questions de biais cognitifs et de comportements que l'on tarde à mettre en œuvre, et énormément de choses. Donc, en quelques minutes, je vais essayer de résumer ce qui me paraît le plus important. La première chose qui paraît la plus évidente, c'est les incertitudes qui sont associées à la question du changement climatique. Alors, vous allez me dire,
Non, il n'y a plus d'incertitude puisqu'on a un énième rapport du GIEC qui nous dit que effectivement, il ne faut plus tarder à agir et il faut faire des choses. Mais les incertitudes, elles se situent parfois ailleurs. Elles se situent déjà dans ces rapports du GIEC puisque ça fait 20, 30 ans qu'on nous dit qu'il faut agir, qu'on n'a plus que 10 ans pour sauver la planète. Ça datait de 2004. Donc, on voit qu'il y a déjà tout un discours qui est établi. Et finalement, personne n'a vraiment agi et on continue à nous dire qu'on a encore quelques années pour sauver tout ça. Donc, ça crée de l'incertitude parce que le terme auquel on doit s'attendre, finalement, on ne le sait pas. On ne sait pas tellement dans quelle perspective temporelle on peut se situer. On nous dit depuis quelques années qu'il y a urgence, on parle d'urgence climatique, mais ce n'est pas concret pour les citoyens, pour les acteurs non plus. Et finalement, voilà, le premier élément d'incertitude pour moi, c'est cette perspective temporelle sur quelle est la distance, qu'est-ce qui nous reste comme temps pour agir. Ça, c'est une première forme d'incertitude. L'autre forme d'incertitude, ce sont les impacts. Alors, on commence à les voir de façon un peu plus claire, mais c'est quand même compliqué pour la plupart des gens de comprendre ces impacts du changement climatique. Et on voit que finalement, on a tendance plutôt à interpréter des indicateurs du changement climatique comme la météo. Plutôt que de parler en termes de climat, on va parler en termes de météo en disant bah, cet été, il n'a pas fait si chaud en France, par exemple. Donc, finalement, est-ce qu'on est vraiment vers un réchauffement climatique? Est-ce que c'est si grave que ça? Parce que moi, ce que j'ai vu, c'est que on a eu froid, il a plu tout l'été. Donc, voilà, on va se baser sur des indicateurs proximaux, des choses que l'on arrive à voir. Et finalement, le changement climatique, il n'est pas vraiment perceptible par nos sens. Et donc ça fait partie aussi d'éléments qui vont alimenter ces formes d'incertitude. On voit aussi dans plusieurs études qui ont été faites que les personnes qui sont convaincues du réchauffement climatique vont percevoir des températures moyennes plus élevées que la moyenne habituelle. Celles qui sont climato-sceptiques vont plutôt percevoir au contraire que les températures sont dans la moyenne et que finalement, il n'y a pas vraiment de changement. Donc, on va adapter notre façon de percevoir ces indicateurs en fonction de nos croyances. Et ça, c'est une forme de biais, effectivement, qui est assez présent. De la même façon, pour des événements climatiques importants comme des tempêtes ou des canicules, on va aussi les interpréter en lien ou pas avec le changement climatique en fonction de nos croyances. Donc, ce dont on se rend compte finalement, c'est qu'il y a pas mal d'éléments qui vont entrer en ligne de compte. Donc, ces incertitudes sur des effets à long terme, des impacts qui ne sont pas perceptibles directement, le fait qu'il faille identifier un problème à un niveau global, finalement, au niveau de la planète, de ce changement climatique, la perte de la biodiversité, etc., alors qu'on a plutôt tendance à s'appuyer sur ces éléments, sur ces indicateurs locaux, et on a du mal à faire le lien entre cet aspect local et global. C'est pas nouveau, le agir local pour avoir un impact global, ça date des années 70, ce slogan, donc c'est pas nouveau, mais ça fait partie des difficultés. Et le fait aussi que justement, quand on agit, on va agir à un niveau local, à un niveau proche, et on n'est pas sûr des conséquences que ça peut avoir à un niveau global. On n'est pas sûr des conséquences positives de nos actions sur le changement climatique. Donc, on voit que là aussi, il y a une forme d'incertitude sur le fait, finalement, qu'est-ce que je dois faire? Si je dois agir, moi, en tant que citoyenne, à mon niveau, quelle est l'action que je dois mettre en œuvre? Le discours là-dessus n'est pas très clair. Et on va également avoir, par rapport à cette action, une problématique de diffusion de la responsabilité. Et on a beaucoup ce discours-là également dans des enquêtes sur ces questions de changement climatique et de comportement écologique, qui correspondent au fait que si moi j'agis, ça n'aura pas d'impact si, au-delà, les dirigeants, les industriels ne le font pas. Et donc, la responsabilité aussi, elle n'est pas perçue que comme individuelle, elle est perçue aussi à un niveau plus élevé. Et ça va aussi créer des difficultés pour agir. Donc, finalement, on a pas mal d'éléments qui vont entrer en ligne de compte. On va avoir cette confiance qui est prise cette confiance dans les mesures qui sont prises par le gouvernement ou par d'autres acteurs plus importants comme l'industriel. On va avoir des éléments qui sont liés à sa propre expérience, qui sont liés au climat. Est-ce que j'ai déjà vécu
une catastrophe naturelle, une inondation catastrophique, une tempête, une canicule. Et ça peut avoir un impact sur mes croyances et sur ma propre expérience par rapport à ces questions climatiques. Comment je perçois les incitations qui sont mises en œuvre par les gouvernements? Est-ce que je les perçois comme suffisantes, comme nécessaires, comme utiles? Ça va avoir un impact aussi sur la perception de ma propre efficacité personnelle. Est-ce que ce que je fais, c'est efficace? Est-ce que ça peut être efficace ou est-ce qu'il faut que d'autres agissent pour que ce soit efficace? Et puis, un autre élément qui peut être important, ce sont aussi les normes sociales, parce qu'on sait que finalement, les normes sociales, elles sont importantes dans nos façons d'agir et on a tendance donc à agir pour entrer dans une forme de norme. Et ça, en psychologie sociale, il y a pas mal de travaux autour de ça. Et aujourd'hui, on est dans une forme d'injonction paradoxale entre la norme écologique et la norme économique qui revient à nous faire dépenser, acheter toujours plus. Et finalement, nos comportements d'achat, par exemple, ils sont un petit peu tiraillés entre ces deux normes. Avoir la grosse voiture, le gros SUV, une maison avec une piscine, ça fait partie d'une norme qui est très valorisée, qui reste très valorisée. Et de l'autre côté, on a les achats responsables, moins acheter, avoir une autre façon de consommer aujourd'hui. Et ces deux normes, elles sont complètement paradoxales et je crois que ça fait partie aussi d'une des problématiques. Un dernier point, si j'ai encore une minute ou deux par rapport à toutes ces difficultés, c'est que finalement, dans les discours qui nous sont proposés dans les médias, on va avoir deux types de discours finalement qui vont reprendre un peu des arguments qui sont assez différents. Les discours climato-sceptiques s'appuient beaucoup sur les émotions, sur la peur, sur des émotions assez négatives finalement, en disant finalement on a ces discours-là, on vous tient ces discours pour vous faire peur. Et les discours climato-sceptiques démarrent en tout cas beaucoup par ces émotions négatives, alors que les discours qui visent à informer sur le changement climatique sont des discours plus rationnels. On va faire appel à la rationalité des êtres humains pour comprendre ce qui se passe en donnant des éléments d'information, en donnant des faits, en montrant comment le climat a évolué ces dernières années. Donc, on est vraiment sur des arguments rationnels. Et finalement, on a ces deux types de discours qui ont du mal à se croiser et qui vont venir sur des pôles différents de notre esprit. On va dire ça voilà, pour simplifier. Et donc, on a d'un côté ces arguments rationnels, de l'autre ces arguments émotionnels. Et finalement, nous sommes un peu des deux. Nous sommes des êtres à la fois rationnels et émotionnels. Et on a peut-être du mal à faire avec ces deux types d'arguments. Voilà en quelques mots ce que je peux dire pour essayer de résumer un grand nombre de recherches. Il y a peut-être d'autres éléments encore que l'on pourrait développer. Mais là, il m'a semblé, voilà, quand j'ai fait le point un peu sur cette question, qu'on avait déjà quelques éléments de réflexion avec tout ça. J'anticipe un peu sur la séance de questions-réponses peut-être tout à l'heure, mais vous évoquez à l'instant l'émotion d'un côté, l'information de l'autre, le rationnel versus l'émotif. Je crois comprendre que des chercheurs disent qu'aujourd'hui, l'approche catastrophiste qui a été adoptée, finalement, elle a des effets pervers et elle prolonge finalement des biais cognitifs chez certains. Est-ce que vous confirmez ça? Oui, parce que en fait, on le sait depuis longtemps sur d'autres aspects en psychosocial, si on fait peur, en fait, ce qu'on appelle l'appel à la peur dans les travaux en psychologie sociale, si on utilise ces émotions négatives, en fait, c'est important d'associer ce discours-là à des capacités d'action. Dire oui, voilà, ça fait peur, ça peut arriver, mais à côté, ce discours-là, il est entendable uniquement si on associe ça avec voilà ce que vous pouvez faire pour éviter qu'on en arrive là. Et l'idée, c'est que ces émotions, effectivement, c'est peut-être important d'évoquer ce qui peut se passer, d'avoir un discours qui peut être catastrophiste, un discours d'effondrement, il peut être nécessaire peut-être pour essayer de faire une prise de conscience, mais il doit être accompagné de qu'est-ce que l'on peut faire pour l'éviter. Sinon, finalement, on risque de créer une forme, ce qu'on appelle en psychologie sociale aussi, de réactance, c'est-à-dire on va refuser tous les arguments de ce type-là parce que justement, je ne sais pas quoi faire face à ces arguments. Donc voilà un peu comment on a tendance à concevoir ces aspects émotion, rationalité.
Merci beaucoup, Karim. Bon, il y aura probablement d'autres questions au terme de la session complète. Je propose qu'on donne la parole tout de suite donc, à Marion-Charles Parot de l'IFOP pour dévoiler les résultats de l'année. Alors, cette fois-ci, on va avoir une petite présentation projetée avec effectivement les principaux chiffres. Marion, la parole est à vous. Bien, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Très bien. Parfait, merci beaucoup. Eh bien, sans plus attendre, je vais vous donc révéler les résultats de cette vague 4 de l'étude de Les Français et la finance responsable. Alors, avec une petite, avant d'entrer dans le vif du sujet quand même, un petit rappel de la méthodologie. À l'instar des années passées, on a mené l'enquête auprès d'un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'enquête a été menée par Internet à la fin du mois d'août. Alors, quel était le profil financier des interviewés? Là aussi, ce sera à titre informatif. On leur a d'abord demandé quels étaient les produits d'épargne qu'ils possèdent, l'objectif étant notamment, au-delà des résultats là à plat que je vais vous montrer, de croiser ces résultats ensuite par les différentes questions du baromètre pour savoir que selon que l'on possède ou non des produits d'épargne, on est plus ou moins sensible au sujet. Vous verrez que donc, vous pouvez voir que dans l'échantillon de Français que nous avons interrogé, on obtient un peu plus de 9 Français sur 10 qui ont au moins un produit d'épargne. Alors, le plus souvent, quand on rentre en détail, vous voyez que c'est un livret A en réalité, que les Français possèdent, à 78% des personnes que nous avons interrogées. Mais on a également 42% des Français qui bénéficient d'une assurance vie. Et puis après, c'est clairement plus minoritaire. Les investissements en bourse, les comptes titres, les plans d'épargne action, 19%, et les plans d'épargne salariale de retraite complémentaire et plans d'épargne collectif pour la retraite, 17%. À noter quand même que donc 11% des répondants ont déclaré ne pas avoir de produits d'épargne. Alors, rentrons maintenant dans le niveau de connaissance qu'ont les Français de différents placements. On a testé 3 placements, le financement participatif, l'épargne solidaire et l'ISR, l'investissement socialement responsable. Et ce qu'on observe, c'est qu'à l'instar des années précédentes, le taux de notoriété de ces placements est assez faible. 22% des Français que nous avons interrogés déclarent connaître le financement participatif, 17% l'épargne solidaire et l'ISR, l'investissement socialement responsable, est le moins connu des 3 avec 12% de Français qui déclarent le connaître. On a quand même 23% qui en ont entendu parler, ce qui mène en fait la part des Français qui connaissent et en ont entendu parler à 35%. Alors, ce qui est vraiment intéressant cette année de voir, et c'est un résultat qui est confirmé dans les questions que je vais vous présenter par la suite, c'est que sur la notoriété, on observe cette année, pour la première fois depuis le début des mesures, à une hausse significative. Il y a un vrai frémissement qui s'opère là dans l'opinion publique en termes de notoriété de cet investissement, et c'est très intéressant de le noter, d'autant plus que jusqu'à présent, on était sur quelque chose de très stable. Et là, on gagne 3 points sur la part des Français qui déclarent connaître l'investissement socialement responsable. Autre enseignement de la slide, c'est en bas, on a regardé le résultat en fonction que les personnes donc, ont un produit d'épargne ou n'en ont pas. Là, c'est un focus sur ceux qui ont au moins un produit d'épargne. Et bien, vous voyez qu'il n'y a pas de différence de notoriété sur aucun des produits. Sur l'ISR, on est complètement stable. 12% également des Français qui ont un produit d'épargne affirment connaître l'ISR. Là aussi, ça progresse de 3 points. Et ce qui n'apparaît pas sur la slide, mais c'est une information qu'on a obtenue un petit peu plus tard, on a regardé ensuite un peu plus encore en détail sur les Français qui ont un produit d'épargne autre que le livret A. Parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, beaucoup en fait, de Français ont un livret A et pas forcément derrière d'autres produits d'épargne ou autres investissements. Et bien sûr, ces Français qui ont un autre produit d'épargne que le livret A, on est à 16%. Donc, ça reste quand même assez faible, même auprès de personnes qui sont un peu plus avertis, plus informés et qui, a priori, rencontrent plus souvent leur conseiller bancaire et sont plus en recherche d'informations. Alors,
Pour autant, lorsque l'on interroge les Français sur la place qu'ils accordent aujourd'hui aux impacts environnementaux et sociaux de leurs décisions de placement, eh bien cette place-là, elle est importante. Vous voyez, 59% des Français, donc près de 6 sur 10 d'entre eux, estiment qu'ils font attention, qu'ils accordent une place importante aux impacts environnementaux et sociaux dans leurs décisions de placement. On observe ça dans d'autres études d'opinion, que ce soit en termes de consommation, notamment, on fait attention de plus en plus aux biens alimentaires que l'on achète, à l'impact environnemental de la production aussi de ces vêtements, et bien, vêtements alimentaires, mais aussi décisions de placement, l'environnement et l'impact qu'on peut avoir sur l'environnement est pris en compte par les Français, en tout cas par 6 Français sur 10. 14% estiment même que c'est très important, que cette place est très importante. Les personnes, là aussi, vous voyez que les personnes qui possèdent au moins un produit d'épargne accordent une place tout aussi importante que l'ensemble des Français à ces placements. Alors, ce qui vient confirmer le frémissement qu'on observe dans la notoriété de l'ISR, c'est le fait qu'avant le sondage, on a une part bien plus importante des Français qui déclarent avoir déjà entendu parler de cet investissement. Ils sont aujourd'hui plus d'un tiers, 37% déclarent avoir entendu parler avant le sondage de l'investissement socialement responsable. C'est une hausse de 5 points par rapport à la mesure de 2020 et c'est la première hausse significative que l'on observe depuis le début des mesures. Les Français qui ont un produit d'épargne déjà sont 41%, un peu plus nombreux, ils sont 48% au sein des Français qui possèdent un autre produit d'épargne que le livret A. Donc là, on observe une vraie différence significative quand même entre les Français, l'ensemble des Français, et ceux qui sont un peu plus concernés, en tout cas qui sont plus actifs dans l'investissement que la moyenne. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'il y a un vrai frémissement sur la notoriété, qu'il y a quelque chose qui se passe cette année, eh bien, malheureusement, ça reste un petit peu là, parce qu'une fois qu'on pose la question de l'expérience ou de la propension très concrète à recourir à l'ISR, eh bien là, les chiffres restent stables. On confirme complètement ce qu'on mesurait dans les vagues précédentes, à savoir qu'il y a vraiment une poignée de Français qui, pour le moment, a déjà investi dans un fonds d'investissement socialement responsable, 6%, et que les Français qui ont un produit d'épargne ne sont pas plus nombreux que les autres à le faire, 7%. Alors, hors livret A, pour information, donc les Français qui ont un autre produit que le livret A sont 11% à affirmer avoir déjà investi dans un fonds d'investissement socialement responsable. Donc, c'est un peu au-dessus de ce qu'on observe pour la moyenne des Français. Mais ça reste quand même quelque chose de très minoritaire à la marge, même si, et là c'est un encouragement, on voit le trend qui se dessine depuis 2013, depuis les débuts des mesures sur cette question, puisqu'on passe de 2% en 2013 à 7%, donc il y a vraiment une tendance haussière qui se dessine sur les 8 dernières années. Cette année, il n'y a pas de hausse significative, entre 5 et 7%, mais on vient confirmer encore une fois un peu plus cette hausse. Et là, c'est vraiment, on se demande vraiment, quand on voit la notoriété qui progresse, il faut voir dans les prochaines mesures en fait comment ça a évolué. Il y a de fortes chances pour que cette courbe continue de progresser et pourquoi pas de manière significative l'année prochaine quand on voit la notoriété qui, elle, commence un petit peu à gonfler. Alors, est-ce que vous avez déjà on vous a déjà proposé, un produit d'investissement socialement responsable au sein de votre banque ou par votre conseiller? Eh bien, là, c'est peut-être quelque part un chiffre un peu décevant quand on voit les conclusions de l'enquête, à savoir qu'il y a un potentiel pour l'ISR, qu'il y a un déficit quand même de communication, de notoriété en tout cas pour le moment, alors qu'il y a un potentiel et que le conseiller, on va le voir plus tard, est au cœur du système d'information pour les Français, eh bien, on a seulement 7% des Français qui nous disent qu'ils ont entendu parler de leur banque ou de leur conseiller, par leur banque ou leur conseiller, de l'ISR, ce qui est assez faible, et 8% des personnes possédant au moins un produit d'épargne. Mais là, satisfaction, on observe une hausse significative cette année auprès de ces épargnants, 8% versus 5% l'année dernière, donc 3 points d'écart, ce qui vient, là encore, confirmer la tendance haussière que nous mesurons depuis 2013. Pour information, pour les personnes qui ont un autre produit d'épargne que le livret A, on est aujourd'hui à 11% des personnes à qui il a été fait proposition
d'un produit de l'investissement socialement responsable. Et pourtant, si on vous le proposait, seriez-vous prêt à investir une part de votre épargne en investissement socialement responsable? Eh bien, 24%, quasiment un quart des Français seraient prêts à investir dans l'ISR. Donc là, ça vient vraiment confirmer le potentiel. Le reste de l'étude le montre aussi, mais le vrai potentiel qu'il y a pour ce type de produit et les efforts qu'il y aurait à faire peut-être de la part des banques et des conseillers bancaires pour démocratiser, faire de la pédagogie sur ce sujet quand on voit la part des Français qui seraient intéressés par ce type de placement et seraient prêts à investir. Alors, il n'y a pas d'écart significatif, vous voyez, auprès des épargnants en particulier, qui sont, eux, 26% à être prêts à investir, mais auprès des personnes qui ont autre chose qu'un autre produit d'épargne que le livret A, donc qui sont des personnes plus ciblées par ce type d'investissement et un peu plus peut-être averties, on est à 33%, un tiers, qui seraient prêts à investir une part de leur épargne en ISR. Plus généralement, sur un acte moins engageant de la demande d'information, donc la question était, seriez-vous prêt à demander des produits d'investissement socialement responsables à votre conseiller bancaire ou financier en particulier? Sur une demande d'information et des actes moins engageants, on a un score qui est encore plus élevé, vous voyez, 43%, et qui est en hausse significative par rapport à l'année dernière, plus 5 points. Et donc ça, c'est encore une fois très encourageant, ça vient confirmer l'intérêt des Français pour le sujet et le potentiel de l'investissement socialement responsable quand on voit que près de la moitié des Français seraient prêts à demander davantage d'informations. Les personnes qui connaissent l'ISR sont un peu plus curieuses que les autres, elles sont encore davantage prêtes à passer le cap. 60% aimeraient demander des produits d'investissement socialement responsables. Là encore, on a une belle hausse significative de 9 points par rapport à la mesure de 2020. Et alors, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est que les personnes qui ont un autre produit d'épargne que le livret A sont, elles, 54%, plus de la moitié, à affirmer être prêtes à demander des produits d'ISR à leurs conseillers bancaires. Donc là, un vrai potentiel auprès de la population française en général et encore plus auprès des personnes qui sont directement concernées, ce qui vient confirmer la nécessité auprès de ces curieux qu'il faut confirmer, continuer les efforts en termes de communication et puis davantage démocratiser le produit qu'est l'ISR, puisque quand on en a déjà entendu parler, quand on est un peu plus informé, eh bien, on a davantage tendance à vouloir demander des informations complémentaires. Alors, qui pour informer les Français et les épargnants sur l'ISR? Eh bien, sans une grande surprise, c'est le conseiller bancaire et financier qui est complètement plébiscité. Vous voyez sur la slide, 65% des Français estiment que c'est leur conseiller bancaire ou financier qui pourrait mieux les informer. Alors, on a toujours obtenu au cours des mesures précédentes des chiffres très forts. Là, on confirme en 2021. C'est vraiment l'acteur, à la fois un acteur de proximité, mais aussi un acteur expert. Et c'est parce qu'il arrive certainement à joindre ces deux rôles que les Français le plébiscitent d'autant, puisque vous voyez, les proches, la famille, les amis qui ont ce rôle de proximité ne sont que 8% des Français estimaient que la meilleure information pourrait venir d'eux. Et puis pour tout ce qui est pouvoir public, presse, médias, des acteurs plus experts, eh bien pareil, ils sont que 8 ou 7% à estimer que c'est eux qui fourniraient la meilleure information. Alors, quels sont les sujets maintenant prioritaires pour les investisseurs responsables? Sur quoi il faudrait investir? Eh bien, le top 3 est similaire à l'année précédente. On retrouve en tête de ces sujets prioritaires la pollution, les pollutions plus exactement. 76% des Français estiment que c'est un des sujets prioritaires, les droits humains à 73% et l'emploi. Dans le détail, ce qu'on observe, alors là, on a les différents sujets sur la frise que je vous ai indiqué en bas avec la part des Français à chaque fois qui estiment que c'est un sujet important. On retrouve donc les pollutions, droits humains et emploi dans le trio de tête à gauche. Ensuite, on a encore à peu près à même hauteur des sujets qui ont trait
Alors, encore à l'environnement, changement climatique, 69%, biodiversité, 65%, mais aussi à l'égalité homme-femme, au bien-être au travail, au développement économique et local et à la pauvreté. En revanche, tout ce qu'on retrouve à droite, qui est écrit plus en noir, eh bien là, on trouve toutes les thématiques liées à la gouvernance des entreprises qui finalement ont un faible pouvoir mobilisateur pour les Français, en tout cas qui ne sont pas considérés comme des sujets prioritaires pour les investisseurs responsables. Petite parenthèse, vous voyez qu'il y a 2 évolutions significatives par rapport à l'année dernière sur l'emploi et le changement climatique. Alors, on perd 7 points et 5 points. Alors, c'est des baisses qu'il faut relativiser. Il faudra voir si l'année prochaine, elles se confirment. Pour l'instant, on les note. Elles sont quand même légères, bien que significatives. Ce qui est important de constater, je crois, c'est que sur tous les sujets se tassent un petit peu, sont jugés un peu moins prioritaires que l'année dernière. Donc, il faut relativiser les baisses qu'on observe sur l'emploi et le changement climatique. On observe aussi sur d'autres études que le sujet climatique de l'environnement, on atteint un niveau assez stabilisé. Donc, ça arrête un peu de progresser en termes de préoccupation dans l'opinion publique. Donc là, on confirme ce qu'on voit dans les autres études d'opinion. Et puis, peut-être, pour faire écho à ce que disait Karine Basse tout à l'heure, peut-être que les mesures ayant été faites fin août 2021 et compte tenu de l'état de la météo cet été, les Français se sont sentis moins préoccupés par le climat. Donc, voilà pour les sujets prioritaires. Et puis, pour terminer, deux questions sur la notoriété des labels. Et bien là aussi, on progresse avec 4 labels qui étaient proposés aux interviewés. 21% des Français nous disent connaître au moins un de ces labels, contre 17% l'année dernière. Et puis, les personnes qui possèdent un produit d'épargne sont 23%. Donc, pas de gros écart avec les épargnants. Mais une notoriété de ces labels qui progresse au global. Et puis, pour chacun d'entre eux, notamment, je pense au label Greenfin qui gagne 4 points. Une question intéressante, enfin, pour conclure, que nous avons ajoutée cette année, c'est la question du sentiment d'avoir un impact positif sur l'environnement et la société lorsque l'on engage son épargne et qu'on décide de placer son épargne sur un produit financier en particulier. Et là, on vient encore une fois confirmer l'intérêt des Français pour l'ISR et qu'il y a un vrai potentiel pour ce type de placement, quand on voit que près de la moitié des Français, 44%, estiment qu'ils peuvent avoir un impact réellement positif sur l'environnement et la société par des placements d'épargne qui seraient ciblés sur des sujets qu'ils estiment prioritaires. Les épargnants sont 45%, pas de gros écarts à ce niveau-là, sauf pour les Français qui ont un autre produit d'épargne que le livret A, qui sont 49%. Donc là, on atteint quasiment la barre symbolique des 50%. Je finis rapidement avec une conclusion. Quels sont les principaux enseignements de la vague d'enquête ? Eh bien, c'est une vague d'enquête qui confirme les enseignements des années précédentes, mais qui révèle surtout cette année, et pour la première fois depuis le début des mesures, un vrai balbutiement, des frémissements, en tout cas un mouvement, en ce qui concerne le niveau de connaissance des Français sur les produits d'épargne et sur l'ISR en particulier, et sur les Français aussi qui ont entendu parler par leurs conseillers. Donc, une première évolution positive sur la notoriété et pourtant, corollairement, un potentiel de l'ISR, une expérience de l'ISR qui reste stable, alors même que le potentiel de ce type d'investissement, lui, est complètement confirmé, avec une volonté d'obtenir des informations qui est assez élevée et qui progresse positivement, avec 44% des Français qui estiment pouvoir avoir un impact sur l'environnement et sur la société. Donc, il se passe quelque chose, il y a un potentiel, mais il faut désormais, selon nous, convaincre, réussir à transformer cette notoriété, ce potentiel, en maintenant les efforts de communication et en s'appuyant sur le conseiller bancaire qui a ce rôle d'acteur de proximité, mais aussi d'expert, et qui est vraiment, à nos yeux, la pierre angulaire pour convaincre les Français et déployer l'investissement socialement responsable.
Merci beaucoup Marion Chalparot de l'IFOP pour cet éclairage sur cette campagne donc 2021. On fait effectivement ce constat qu'il y a quand même encore un écart assez important entre l'appétence des Français, assez marqué, et puis finalement cette capacité à trouver des produits dans les réseaux de distribution et auprès de leurs conseillers. Pour poursuivre, c'est intéressant d'avoir le point de vue de Sébastien Pouget. Donc je rappelle Sébastien que vous êtes professeur de finance à Toulouse, Toulouse 1, et puis également membre de la Toulouse School of Economics. Vous êtes aussi le co-directeur, je n'ai peut-être pas dit tout à l'heure, de la chaire Finance durable et investissement responsable, en partenariat avec Polytechnique, donc entre Toulouse School of Economics, etc. Et que vous avez déjà fait des travaux sur ce thème, notamment sur le comportement des épargnants, des études spécifiques. Donc c'est très intéressant d'avoir votre point de vue, votre commentaire sur cette vague-là, à la fois cette année et peut-être un regard rétrospectif aussi sur ce que vous savez de ce sujet depuis de nombreuses années. Merci. Sébastien, la parole est à vous. Merci beaucoup pour l'invitation, Grégoire, et merci encore aussi à Alexis Mas pour me donner la parole pour commenter ce survey qui est vraiment très intéressant. L'intérêt du sondage est vraiment très aigu. On le voit tous les ans, on l'attend avec impatience. Et donc là, je suis ravi d'avoir eu de participer à la révélation de ces résultats et donc d'avoir presque la primeur. Et je trouve les résultats vraiment intéressants. Je crois que le sondage, la construction du sondage reprend bien les différents éléments qui sont en jeu dans le cadre d'une prise de décision d'investissement. Quand on décide de faire un investissement, c'est la résultante d'une chaîne de différents éléments. Ça commence avec la connaissance des différents produits, l'information qu'on peut avoir sur ces produits, quelle compréhension on peut avoir de ce contexte, la forme des croyances, on va avoir des préférences qui vont s'exprimer. Aussi, un élément important, c'est la confiance que en tant qu'investisseur, je peux attribuer aux différents canaux d'investissement qui me sont proposés. Et puis, au bout de tout ça, il y a la prise de décision. Donc, on voit qu'il y a tout un enchaînement d'étapes qui doivent être d'une certaine manière franchies pour en arriver à la décision d'investissement en tant que telle. Et du coup, ce qui a été vraiment bien mis donc, en lumière par le sondage présenté par Marion Chalparot, c'est que on voit qu'il y a des disparités entre les différentes étapes de ce processus. Et comme le soulignait Karine Weiss, en fait, toutes ces étapes font appel d'une manière ou d'une autre à la psychologie des êtres humains qui sont confrontés avec ces décisions, que ce soit des questions de psychologie cognitive ou des questions de psychologie sociale. Donc, pour reprendre un petit peu ces différents points de la chaîne de causalité qui va entraîner à la prise de décision d'une certaine manière, la connaissance de ces produits, on voit que les produits d'investissement socialement responsables apparaissent comme étant très peu connus par je dirais très peu connus, disons, assez peu connus, disons, par les épargnants ou par les citoyens de manière générale. Et donc là, on peut penser que c'est ce manque de connaissances pour les produits ISR reflète d'une certaine manière une attitude générale des citoyens, des épargnants envers les produits d'investissement, qui sont des produits qui sont d'une certaine manière assez complexes et dont la complexité est encore plus marquée pour ce qui concerne l'investissement socialement responsable, qui non seulement met en jeu des questions de rendement risque, mais en plus des questions d'impact sociétaux ou environnementaux, et donc ce qui ne fait que renforcer la complexité. Donc du coup, on peut penser que les épargnants, lorsqu'ils sont confrontés avec ce type d'investissement ou de possibilités d'investissement, il y a des problèmes à la fois de complexité et puis de mémorisation et des problèmes d'attention, d'une certaine manière, à toutes les informations qui leur sont offertes. On voit que c'est vraiment je dirais là c'est vraiment toute la psychologie cognitive qui
qui prend un sens très, très, très aigu sur le fait d'être confronté avec cette complexité, le manque d'attention et le fait que, d'une certaine manière, les investisseurs vont du coup être très demandeurs du soutien de leurs conseillers pour pouvoir justement, que ce soit pour les produits standards ou les produits d'investissement responsables, que le conseiller puisse guider et puis d'une manière synthétiser les informations qui sont pertinentes pour le choix. Donc ça, c'était la partie un petit peu sur les problèmes de connaissance, d'information et de compréhension et de formation des croyances par rapport à l'investissement socialement responsable. Le problème de la confiance, le quatrième ingrédient qui était dans cette chaîne de causalité, est aussi très, très importante et elle est déjà importante pour les produits d'investissement standards parce que lorsque vous confiez votre argent à un gérant, il y a toujours une délégation et donc il y a toujours ce problème de confiance qui se pose. Et dans le cadre de l'investissement socialement responsable, le problème de la confiance est magnifié par la question de l'impact qui a été aussi évoquée dans le sondage et le fait de savoir à quel impact on peut s'attendre en fonction du type de produit, quel est le type de stratégie qui est utilisée et quel va être l'impact des différentes stratégies. Et donc, du coup, la problématique de la confiance est encore plus aiguë dans le cadre de l'investissement socialement responsable. Et donc avec la crainte du greenwashing qui peut y être associée. D'où l'importance primordiale des labels, et on voit que à la fois les organismes privés autour de l'ISR et puis les pouvoirs publics se sont emparés de cette question, et depuis on travaille depuis plusieurs années à la mise en place de différents labels, comme ça a été aussi rappelé par Marion Chalparo. Et donc, effectivement, ça, c'est une manière de construire la confiance. Le problème, c'est qu'en termes de psychologie cognitive, c'est que ces labels sont vus comme un renforcement de la complexité en fait, qui entoure l'investissement socialement responsable. Et donc, d'une certaine manière, certaines études montrent que même la présence d'un label elle a un impact positif parce qu'elle va donner une certaine garantie sur les processus d'investissement socialement responsables et sur l'impact espéré, mais elle a cet impact négatif sur la complexité perçue par les épargnants. Et puis, pour le dernier maillon de la chaîne qui arrive à la prise de décision, on sait qu'il y a certains biais cognitifs et biais de psychologie sociale, dont certains invoqués par Karin Weiss, qui sont des freins à l'investissement dans les produits d'investissement risqués. On voit dans le sondage, ça a été rappelé que une minorité d'épargnants ont investi dans des produits risqués de type action. Et donc, on sait bien que déjà dans l'investissement, investir dans des actifs risqués, ça demande un certain niveau d'appétit pour le risque. Et on sait que ce type d'investissement va être affecté par différents types de dispositions psychologiques qui sont l'aversion à l'ambiguïté, le biais pour le présent, et éventuellement l'aspect un peu fragile de l'altruisme. Aversion à l'ambiguïté, dans le cadre de l'ISR, encore une fois, l'aversion à l'ambiguïté dans le cadre de l'investissement socialement responsable, en plus de l'ambiguïté qui a trait à la connaissance des rendements futurs, qui est souvent très, très limitée, et des différentes probabilités qui sont attachées à ces différents rendements. On a en plus un autre ingrédient qui est le fait qu'on ne sait pas vraiment quel va être l'impact des investissements socialement responsables. Et on sait que même si cet investissement socialement responsable va avoir un impact aujourd'hui sur les pratiques des entreprises, il y a quand même encore une ambiguïté très forte sur le fait de savoir quelles vont être les retombées à 20, 30 ans. Et donc ça constitue un frein qui est encore plus fort pour l'investissement responsable que ce qu'il n'est pour l'investissement standard. Donc, ça a été en partie souligné aussi par Karin Weiss tout à l'heure. Un deuxième biais que je mentionnais, c'était le biais pour le présent
auquel font souvent face des individus, qui est le fait de se dire, je suis d'accord pour investir, mais demain. C'est-à-dire que j'investis, mais demain. Et donc, c'est un peu, je repousse toujours au lendemain les choses un peu dont on sait qu'elles sont utiles, mais qu'elles sont un peu coûteuses. Ce qu'on appelle un biais pour le présent, où on préfère avoir un peu les bénéfices aujourd'hui. Et puis, quand on doit faire une action qui a des répercussions assez négatives aujourd'hui, on préfère toujours reporter ça au lendemain. Et donc, encore une fois, ça, c'est un biais qui peut expliquer pourquoi les investisseurs ont du mal à mettre de côté, à épargner, notamment dans le cadre des retraites par capitalisation. Et c'est peut-être aussi un biais qui est magnifié dans le cadre d'investissement responsable, car la plupart des problématiques qui sont en jeu dans l'investissement responsable vont avoir des retombées qui sont assez floues et qui sont très distantes d'une certaine manière, qui ne font pas appel aux émotions autant que ce que pourraient faire d'autres types d'investissements. Et donc, du coup, on peut penser que le biais pour le présent serait encore une fois magnifié dans le cadre de l'investissement socialement responsable. Et puis, dans le cadre de l'investissement responsable, il y a une troisième dimension de psychologie, plutôt de psychologie sociale cette fois-ci, c'est les comportements prosociaux. Le fait il faut quand même bien réaliser qu'investir de manière socialement responsable, sachant qu'on n'est pas complètement sûr que l'investissement socialement responsable va surperformer l'investissement standard, ça c'est une grande question, mais on peut même penser que ça serait plutôt le contraire, qu'il faille faire un petit effort pour que nos actions bénéficient à d'autres. Donc, on peut penser qu'un ressort important de l'investissement responsable, c'est une attitude prosociale ou de l'altruisme. Et on sait, Karine Weiss l'a rappelé tout à l'heure aussi, que ces comportements prosociaux peuvent être aussi assez changeants et assez fragiles. Ils dépendent du fait que les personnes vont avoir certaines tendances à se soucier de l'image de leur image, de leur image soit sociale, soit de leur image personnelle. Ça va dépendre de l'identité qu'ils veulent se construire. Ça dépend, comme le rappelait Karine Weiss, des normes que la société met en place. Donc, on voit que voilà, l'expression de l'altruisme va avoir tendance à être assez fragile et réagir à certains stimuli qui peuvent être plus ou moins ressentis de manière plus ou moins forte par les épargnants, et ce qui va un peu aussi atténuer la propension des épargnants à investir dans ces produits. Voilà. Et pour conclure, ce que je voudrais dire, c'est qu'en plus des biais cognitifs que l'on a mentionnés de manière assez régulière là, dans les dernières minutes, je crois qu'il y a aussi des problèmes structurels sur lesquels on peut essayer de jouer. La psyché des individus, elle est ce qu'elle est. C'est assez compliqué. Peut-être Karine Weiss pourrait en parler sur la manière de se débiaiser. C'est assez compliqué. Il y a des débats là-dessus. On peut penser qu'il y a quand même des moyens d'action pour essayer d'améliorer la situation, des moyens d'action qui sont reliés à des freins plus structurels à l'investissement socialement responsable. Donc, on peut penser au rôle des labels, notamment le fait que les labels sont très importants et à la fois rajoutent un peu à la complexité. Il y a un travail de simplification, d'unification à réaliser qui serait certainement bénéfique. Et on peut penser aussi que ce qui serait bénéfique, c'est le fait que le dialogue sur l'investissement responsable soit vraiment mis sur la table par les chargés ou les conseillers bancaires ou au sein chez les assureurs, pour que ces questions-là puissent être évoquées, ce qui permettrait du coup de les rendre plus présentes à l'esprit et puis de déclencher chez les investisseurs un peu des mécanismes de prosociaux qui pourraient être bénéfiques pour l'investissement responsable. Voilà les quelques mots que m'ont évoqué ce sondage très, 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 très intéressant. Merci beaucoup Sébastien, c'est toujours très intéressant, c'est toujours passionnant d'avoir vos regards d'académiques l'un et l'autre sur ces sujets-là. J'ai l'impression qu'Alexis avait envie de réagir avant qu'on passe peut-être aux questions-réponses sur effectivement les quelques commentaires que vous avez pu faire les uns les autres. Alexis. Oui, merci à tous les trois de ces exposés passionnants. Quelques réactions d'abord. Alors,
peut-être pour dire à quel point nous, au Forum, donc communauté d'investisseurs engagés, ouverte sur la société civile et attachée au dialogue entre les financiers et la société civile, on finit par trouver que tout ça va bien trop lentement, parce que ça fait des années que la progression existe. On l'a vu sur les sondages de l'IFOP dans la durée, mais qu'elle n'est absolument pas à la hauteur des enjeux. Et on est quand même dans une situation absolument incroyable et paradoxale sur la place de Paris. La place de Paris est une place pionnière en matière de finances responsables. Les progrès sur la fabrication des produits sont réels. Et ils sont bien plus répandus qu'il y a quelques années. Donc maintenant, toute la place de Paris travaille sur des produits responsables. On a là une demande avec bien sûr des déficits d'information, bien sûr des conseillers qui ne jouent pas tout à fait leur rôle en matière de proposition, mais en même temps une demande des Français pour une consommation responsable en général, dont on ne voit pas pourquoi elle ne se trouverait pas à s'appliquer à l'épargne aussi. Et donc un paradoxe entre un besoin d'action évident, si on pense à l'avenir de notre planète, ou de questions sociétales importantes comme la résurgence des inégalités, une place de Paris qui est prête à agir, une demande qui est là, et toujours rien. D'où la conclusion du forum, qui est de se dire, ben voilà, peut-être qu'il est temps de changer d'échelle et de placer par défaut les produits en produits responsables. C'est une façon d'orienter les comportements en laissant une liberté de choix. On peut refuser le produit responsable, mais c'est aussi une manière d'orienter plus nettement vers des produits qui ont un impact positif. Et le pari qu'on fait, c'est que face à la complexité qu'évoquait Sébastien Pouget, les gens se laisseront faire parce qu'ils savent que c'est pour la bonne cause. Si nous réagissons tous comme je réagis, j'ai horreur d'être orienté par défaut vers des comportements dont je ne comprends pas la finalité ou dont je comprends trop bien la finalité. Mais dès lors qu'il s'agirait d'orienter pour la bonne cause, on fait donc le pari au forum que ça permettrait d'orienter massivement l'épargne vers le progrès, et c'est donc la recommandation que nous faisons au pouvoir public. Je propose de passer aux questions-réponses. Alors, tout à fait dans le même esprit, il y a une question de Benoît Humeau sur le fait qu'effectivement, les labels ont été lancés il y a de nombreuses années, que finalement, on ne voit pas les chiffres décoller. Et du coup, est-ce que ce n'est pas un constat d'échec des labels, et est-ce qu'il n'y aurait pas des leviers plus efficaces qu'un label? Et donc, je pense que, d'une certaine manière, Alexis vient de donner une part de réponse. Au-delà de la réponse qui est donnée, alors effectivement, la stratégie sur la place a été de créer des labels. Je partage complètement le point de vue de Sébastien Pouget, c'est-à-dire qu'il est temps d'unifier les labels pour avoir un signe clair. Il n'y a pas 50 labels différents pour l'agriculture biologique, un pour les biscuits, un pour les plats cuisinés, un troisième pour les tomates, mais bien une seule marque, et cette marque permet d'orienter les comportements, même si les référentiels techniques ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas la même chose de cultiver des tomates, d'avoir du lait en brique ou des plats cuisinés, mais derrière, il y a bien une seule marque qui permet de rassurer le consommateur, et donc l'idée d'unifier le label me paraît être une évidence pour toutes les classes d'actifs. Il faut un label unique. Par contre, il faut aussi se dire que le degré d'exigence des produits n'est pas toujours le même, et donc il faut trouver une manière de manifester auprès du client le fait que certains produits ont plus d'impact que pour d'autres. Et puis, Sébastien Pouget l'indiquait, c'est effectivement la difficulté. C'est pour ça qu'on croit à l'orientation par défaut. C'est un peu angoissant déjà de placer son épargne, parce que la question de savoir est-ce qu'on place de façon longue et un peu bloquée, ou au contraire très liquide mais avec moins de rendement, est déjà une question très compliquée. Et donc si on ajoute par-dessus une couche de réflexion sur le sens, ça devient un acte compliqué. Et donc d'où l'importance quand même, pour orienter dans cet acte, de bien manifester et l'impact que l'on peut attendre, et donc d'avoir, alors je ne sais pas si c'est des étoiles, des échelles, des couleurs, mais d'avoir une forme de manifestation du fait que tous les produits ne sont pas tout à fait identiques en matière d'impact. Bon, du coup, alors je suis sur les questions qui se posent, et alors ça, pour rebondir encore à nouveau sur ce que vient de dire à l'instant Alexis, il y a une question de Gilles Petit qui pose la question justement de la pertinence des labels quand on labellise des fonds monétaires. Et effectivement, il y a des fonds monétaires aujourd'hui qui sont labellisés par la label ISR, et je crois que le dispositif qu'évoque à l'instant d'ailleurs Alexis sur le fait qu'on puisse avoir un plus d'impact, éventuellement à des étoiles,
permettrait de réconcilier finalement ces différentes approches, à la fois d'être inclusif sur les fonds monétaires, dont on sait que leur impact va être faible, mais du coup, bon, je me permets de répondre un petit peu à la place de Sébastien, mais je ne sais pas si Sébastien voulait rajouter quelque chose là-dessus. Non, non, pas mieux. Je trouve que c'est une excellente idée ce que vous suggérez, Alexis. Ça me paraît être très important d'avoir peut-être gardé cette idée d'avoir une marque unique pour le label, je veux dire, et puis avoir ensuite plusieurs degrés pour un peu aussi comme le Nutri-Score dont on pourrait parler, qui est aussi dans la même idée d'avoir une vision unifiée de l'attrait nutritif des différents produits avec toutes les limites que ça entraîne. Et je voulais peut-être aussi rebondir sur ce que vous disiez, Alexis, concernant le fait que ça va trop lentement. En tant que citoyen, je serais tout à fait d'accord avec vous, mais en tant qu'économiste, on comprend un petit peu pourquoi ça va lentement, parce qu'on est en train de structurer une nouvelle manière de penser l'investissement, qui est une manière plus globale, pour des raisons peut-être plus idéologiques qu'économiques et sociales. Pendant très longtemps, quand on pensait investissement, on pensait couple rendement-risque. Et en fait, dans un monde où il y a des externalités, dans un monde où il y a de la pollution, c'est une des plus grandes préoccupations telles que relevées par le sondage, dans un monde donc, où les entreprises ont des externalités sur la société, sur l'environnement, on ne peut pas, enfin, c'est pas légitime de se focaliser que sur le couple rendement-risque. Il faut prendre en compte ces externalités, puisque chaque investisseur étant un citoyen, il ou elle va pouvoir arbitrer entre différents produits avec différents couples rendement-risque et différents niveaux d'impact. Donc, je crois que les économistes sont en train de reconstruire la légitimité, une légitimité forte justement pour le fait de présenter plusieurs produits d'épargne, certains qui se concentrent que sur le couple rendement-risque, mais d'autres qui peuvent avoir des dimensions sociétales plus marquées. Donc ça, je trouve que c'est vraiment une très bonne une proposition que vous mettez sur la table qui a vraiment beaucoup de sens. Et ce que je voudrais dire sur la vitesse, c'est que on est quand même en train on doit structurer toute une industrie autour de cet impact environnemental et social. On doit construire toute une industrie, c'est-à-dire on doit mettre en place peut-être toute une nouvelle comptabilité, peut-être des nouveaux types d'audits, des nouvelles manières de communiquer avec les épargnants. Et donc, c'est toute cette nouvelle industrie qu'il faut construire. Donc, c'est vrai que ça fait maintenant peut-être 20, 30 ans que l'industrie a commencé à se mettre en action sur ces questions-là. Mais si on pense à ce qui s'est passé pour les investissements standards conventionnels, la comptabilité a pris des dizaines d'années, si ce n'est des siècles, à se mettre en place. Et on ne parle que de la comptabilité financière, purement financière. Alors, quand on doit parler d'une comptabilité environnementale ou sociale, donc avec toutes les complexités supplémentaires que cela pose, on comprend bien que ça prend un peu de temps, et on comprend aussi les frustrations que ça génère. Merci beaucoup, Sébastien, pour votre éclairage. Je reste persuadé quand même qu'on peut aller plus vite. Alors, je partage avec vous l'idée que ça fait 20 ans maintenant que le existe, et donc que la place travaille sur le sujet. Mais quand on voit progresser les masses financières en jeu et les encours de finances responsables ou socialement responsables ou même labellisées, elles progressent très vite. Ce qui est très frustrant, c'est de voir que finalement, les investisseurs institutionnels ont pris le pli, mais que les clients particuliers, eux, ne s'en voient toujours pas proposer. Et c'est là où il y a un message d'empowerment et de pouvoir donner aux épargnants de mettre en adéquation leurs valeurs et leur épargne, et qui n'est plus tout à fait compréhensible. Je vois que l'heure tourne. On est arrivé au terme de cette heure, donc ensemble pour le lancement de la semaine de la finance responsable. Il y a encore une question de Lionel Garnier qui concerne le sondage en particulier. Donc Lionel, on répondra à votre question un petit peu en off. Merci en tout cas à tous d'avoir été avec nous. Merci à Karim Weiss. Merci à Marion Chalparo et merci à Sébastien. Donc du coup, intéressez-vous encore à la semaine de la finance responsable. Il va se passer des choses rapidement. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Merci.